au long de la journée, ce concept politique va être explicité sous ses différentes facettes, chacun des intervenants sur une facette particulière du concept, de manière à ce que, à la fin de la journée, en reconstruisant toutes les interventions, on arrive à bien comprendre ce concept, bien le penser, bien l'utiliser, et, si possible, vous serez tous, à partir d'aujourd'hui, des vecteurs d'opinion et des vecteurs d'influence. Vous pourrez en parler, réfléchir tout ce que vous voyez dans l'actualité, tout ce que vous voyez dans les développements politiques actuels, au regard de ce nouveau concept qui va permettre d'éclairer les choses d'une manière un peu différente. Nous n'allons pas nous rouler dans les problèmes aujourd'hui, nous allons essayer de parler de solutions. Il est enfin temps de trouver des solutions. C'est ce à quoi nous allons nous atteler aujourd'hui. Et donc, ce nouveau concept politique, c'est la désislamisation. La désislamisation, donc je le disais, c'est un concept politique. C'est un concept politique, mais à quoi sert-il? Encore un nouvel outil politique, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à penser correctement la problématique islamique. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on est nourri par un discours de désinformation, on est nourri par un discours ignorant sur les réalités de ce qui se passe aujourd'hui sur la problématique islamique. On nous parle de religion, on nous parle de coutumes, on nous parle de culture, on nous parle de tout, sauf de la vraie nature de la problématique islamique. Et cette problématique islamique, aujourd'hui, je pense qu'il est assez évident qu'on en a une sur les bras. Plus personne aujourd'hui ne peut décemment prétendre qu'il n'y a pas de problème avec l'islam. Et c'est l'objet islam, quelle que soit sa nature réelle. Nous avons un problème, nos pays européens, nous avons tous un problème avec ça. Et donc, ce qu'on fait avec un problème, c'est pas uniquement le contempler en se lamentant, en disant « Mon Dieu, nous avons un problème ». Eh bien, il faut s'atteler à le résoudre. Un problème, ça se résout, il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution. Faut-il encore poser la bonne équation? Une équation mal posée n'a jamais de solution. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la société européenne. On ne nous pose pas le problème de la bonne manière, ce qui fait qu'il n'y a pas de solution, et les gens disent « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Eh bien, vous allez voir aujourd'hui, on peut faire quelque chose, si tant est qu'on présente les choses de la bonne manière. Donc, cette problématique islamique, quelle est-elle? Eh bien, c'est tout simplement, elle peut se définir par un seul mot, l'islamisation. Et l'islamisation, c'est un mot qu'on entend parfois, mais jamais assorti d'une définition. Jamais. C'est ce qui procède d'ailleurs du flou de la situation, c'est qu'on ne nous dit jamais de quoi on parle, il n'y a pas de définition, on emploie les mots n'importe comment, sans définition. Et bien ici, aujourd'hui, nous allons définir très précisément, parce qu'il y a une définition précise, c'est l'introduction progressive des règles de la charia dans une société. Ça n'est pas autre chose que ça. Vous remarquerez qu'on emploie le mot charia, dont on parlera un petit peu plus tard. La charia est un mot dont on ne nous parle jamais dans les médias, qui n'est jamais dans la bouche des politiciens. Or, c'est le cœur du problème. Comment voulez-vous comprendre la problématique islamique sans parler de charia? Objectivement, c'est impossible. Et pourtant, depuis 50 ans, on nous parle d'islam sans jamais nous parler de charia. Cela doit cesser. Nous devons commencer à parler du vrai problème. Et la problématique, c'est l'introduction de la charia. Aujourd'hui, il est, je dirais, évident de constater, sans opinion particulière, voilà, ça se projette à nous, que du fait de leurs actes, et je parle bien des actes, pas des croyances, pas des pensées, pas des convictions, pas des religions, des actes, du fait de leurs actes, certaines organisations ou individus agissent en propagateurs de charia dans nos pays. Ils propagent la connaissance, ils propagent la pratique, ils propagent les usages de la charia. Alors, là encore, on nous parle de religion, de croyance, de ci ou de ça. En vérité, tout ça, c'est lié à la charia. Et donc, en islamisant les sociétés, en faisant cette propagation de charia, il faut savoir une chose, c'est qu'ils agressent nos sociétés. Et là, il faut le dire clairement, il ne faut pas couper les cheveux en quatre, les propagateurs de charia agressent nos sociétés et ils agressent nos nations. Les propagateurs de charia, alors encore une fois, quelle que soit leur croyance, parce que les propagateurs de charia ne sont pas nécessairement musulmans. Alors ça paraît étonnant de dire « Ah mon Dieu, eh bien oui, imaginez par exemple l'enseigne Carrefour, Auchan ou quelques autres magasins qui diffusent des produits halal, eh bien ces enseignes, qui ne sont pas des organisations musulmanes,
diffusent la charia, parce que le halal est une partie de la charia, est un usage de la charia. Et donc, parmi les propagateurs de charia, nous avons aussi certaines banques qui vendent de la finance islamique basée sur la charia. Ce sont des propagateurs de charia. Et nous avons, notre problème est un problème non pas avec les musulmans en général, parce que finalement c'est parce que c'est un musulman, mais avec les propagateurs de charia. Il faut encore une fois placer les vrais concepts, les vrais mots sur le problème. Donc, ces propagateurs de charia ont des activités objectivement politiques et hostiles qui sont anti-républicaines, anticonstitutionnelles, antidémocratiques et finalement liberticides, du fait, encore une fois, des caractéristiques de la charia dont on reparlera un petit peu plus tard. Et donc, qui sont les fameux acteurs, qui sont les responsables? Eh bien, ça vient de plus loin que vous croyez. Ça vient de l'organisation de la coopération islamique, la deuxième plus grosse organisation internationale du monde après l'ONU. 57 pays qui regroupent l'intégralité des pays dits musulmans. Eh bien, cette organisation de la coopération islamique a un département qui s'appelle l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ISESCO. Et cet organisme, qui a son siège à Rabat, ce n'est pas un groupuscule, c'est une partie officielle de l'Organisation de la coopération islamique. Cette organisation est en charge de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication. Donc ce n'est pas un petit poste, c'est quelque chose d'extrêmement important et de tout à fait officiel. Cet organisme, l'ISESCO, a produit un document, celui-ci, Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. C'est un peu étouffe chrétien comme titre, mais il veut malheureusement dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est une stratégie. Alors c'est un document dont je vous invite à regarder la petite phrase. Donc, stratégie adoptée par la 9e conférence islamique au sommet tenue à Doha. L'OCI se réunit chaque année et le niveau du sommet islamique, c'est le niveau qui regroupe tous les chefs d'État de l'OCI. Donc cette stratégie est une stratégie officielle, adoptée de manière officielle par l'OCI, par les chefs d'État. Ce n'est donc pas un vague complot. Ce document, on peut le trouver sur Internet, on peut le trouver sur nos différents sites. Ce document est trouvable sur Internet, il est officiel, il a été publié, il a été adopté internationalement. Donc ce dont je vais parler là n'est pas une opinion, c'est un fait. Donc adopté en 2000, c'est-à-dire maintenant il y a 17 ans. Et cette stratégie officielle de l'OCI, alors c'est un document de 120 pages quand même, donc je vais vous faire un résumé très bref, elle a été élaborée à la demande et avec la collaboration des organisations musulmanes et des responsables des centres culturels islamiques européens. C'est-à-dire que, avant d'être rédigée internationalement, il y a eu une demande et une collaboration des organisations musulmanes installées chez nous. Et cette stratégie vise à créer des implantations islamiques dans les pays hôtes. Les pays hôtes, c'est nous. Quand je dis implantation islamique, dans le document, et c'est un document qui existe en 3 langues, dans le document anglais, on utilise le mot settlement. Settlement, ça veut dire installation, mais ça veut aussi dire colonie. Donc cette stratégie vise à créer des implantations islamiques, à empêcher l'invasion culturelle des musulmans. C'est-à-dire que dans ce document, il est précisé qu'un enfant musulman qui va dans une école occidentale subit une invasion culturelle. Elle vise à préserver l'altérité civilisationnelle des musulmans en tant que communauté. Elle vise enfin, entre autres, à renforcer l'unité de la nation islamique. Et elle vise, in fine, à prendre des postes clés dans les pays hôtes, c'est-à-dire chez nous, dans les domaines politiques, économiques et communicationnels. Les postes clés, justement, c'est-à-dire que les membres des communautés musulmanes qui réussissent à prendre ces postes clés, après, se servent de ces postes clés pour mettre en œuvre cette stratégie là où ils sont. Toute ressemblance avec une ministre de l'Éducation actuellement en poste serait bien sûr totalement fortuite, sachant qu'un des objectifs principaux de cette stratégie était de faire apprendre l'arabe. Elle est mise en œuvre, et c'est là où ça devient intéressant pour nous, parce que ça va nous permettre d'agir dans le futur. Cette stratégie est mise en œuvre par les centres culturels partout en Europe, les mosquées partout en Europe, et les écoles islamiques partout en Europe. Je rappelle que ce sont les responsables de ces organisations qui ont travaillé à l'élaboration de cette stratégie en coopération avec l'OCI. Des gens qui sont chez nous, la plupart des fois subventionnés avec votre argent. Ceci ne peut bien évidemment pas être toléré. C'est une
évidence absolue. Et pourtant, nos gouvernements ne font rien, encore une fois, parce que nous sommes désinformés, qu'il y a un faux discours sur ce qui se passe dans nos pays, et que nous sommes baladés avec des problématiques culturelles et religieuses qui n'ont rien à voir. Ceci est une stratégie politique votée par des présidents de pays. Nous sommes dans la sphère politique. Ces gens prétendent mettre en œuvre dans nos pays une stratégie visant à mettre des colonies islamiques en place. Je suis désolé, ce n'est pas de la culture, ce n'est pas de la religion, c'est de la politique. Et qui plus est, c'est une politique hostile. Donc ceci ne peut à l'évidence pas être toléré. Il faut savoir que l'islamisation, c'est un plan qui date de 2000, mais l'islamisation n'est pas quelque chose de nouveau. On en parlera un petit peu tout à l'heure. L'islamisation, c'est quelque chose qui a été très bien théorisé par les frères musulmans qui sont une cheville ouvrière très importante dans ce type de processus et qui sont présents, encore une fois, dans tous nos pays, sous tout un tas d'organisations façades, dont vous connaissez sûrement les noms. Alors, une société démocratique a le devoir, évidemment, de protéger ses institutions. Il faut savoir que la charia, on verra tout à l'heure, la charia détruit les institutions des pays, détruit la démocratie. Et une société démocratique a le devoir d'empêcher la dislocation sociétale. Et c'est exactement ce que cette stratégie propose de faire, puisqu'elle considère que des gens, y compris de la 4e génération, qui sont nés chez nous et que nous considérons comme des citoyens, sont en réalité membres de la nation islamique, civilisationnellement différents des autres compatriotes de la nation, ce qui veut dire que ces gens nous mettent dans une situation, j'allais dire, pré-vespalienne. Les traités de Westphalie, ce sont les traités qui ont mis fin, au XVIIe siècle, ont mis fin aux guerres de religion. Cette stratégie nous fait rentrer dans une situation pré-vespalienne, qui est une situation qui permet les guerres de religion, parce qu'elles disent « vos citoyens nous appartiennent, et ils vivent chez vous ». Ceci est bien sûr inacceptable. La désislamisation est donc la réponse, évidemment, au problème de l'islamisation, islamisation, désislamisation. Et donc, définition précise encore une fois, c'est la disparition progressive des règles de la charia dans une société. Évidemment, si la charia est nocive pour nos sociétés, il convient de la faire disparaître. Eh bien, le processus de disparition de cette charia, c'est la désislamisation. La désislamisation constitue une rupture conceptuelle avec le discours existant. Aujourd'hui, on vous raconte n'importe quoi, et globalement, c'est pour ça que personne ne sait ce qui se passe et personne ne sait proposer quoi que ce soit. La désislamisation, elle a des caractéristiques qui sont les suivantes. 1, c'est un concept, c'est extrêmement facile à comprendre, simple à expliquer, basé sur la réalité, totalement cohérente, parfaitement propre, elle permet de proposer des réelles solutions, et enfin, elle traite de la racine du problème. Pourquoi est-ce qu'elle est simple à comprendre? Tout simplement parce que la charia détruisant la démocratie et les libertés fondamentales, il est intolérable de tolérer sa propagation chez nous. C'est pas compliqué, tout le monde a compris. Simple à expliquer, quand vous en parlez aux autres, eh bien tout simplement, afin de préserver la démocratie et nos libertés fondamentales, nous allons faire disparaître la charia de nos sociétés. Encore une fois, parfaitement simple. Elle est basée enfin sur la réalité. Parce que personne, aujourd'hui, ne sait définir l'islam, l'islamisme, ce qu'est un musulman, etc. Même les musulmans se battent entre eux et s'étripent entre eux à propos de ce type de définition, et à vrai dire, on s'en fiche. Par contre, on s'en fiche pourquoi? Parce qu'il est possible d'identifier une prescription de la charia. Il y a des codes de charia qui décrivent ce qu'on doit faire dans le cadre de la charia. Il est donc possible d'identifier une prescription de la charia, de l'identifier et de dire « ça, j'en veux pas ». Elle est enfin totalement cohérente, parce qu'il est logique de refuser la charia, enfin encore, parce qu'elle détruit notre société, notre culture, les libertés, et elle est incompatible avec nos lois et nos institutions. Encore une fois, on ne pratique pas la désislamisation parce qu'on n'aime pas les musulmans, parce qu'on n'aime pas l'islam, mais parce que c'est tout simplement une pure et simple cohérence par rapport à nos systèmes politiques. Elle est parfaitement propre, puisque le concept de désislamisation est purement politique et légal, et il ne réfère ni à l'origine, ni aux croyances des gens. Comme je disais tout à l'heure, on se fiche que quelqu'un soit normand, tibétain ou algérien, s'il arrive avec la charia, c'est non. Et enfin, les origines et les croyances, encore une fois, quelles que soient les croyances des gens, on s'en fiche, ce qui compte, ce sont les actes. Elle est parfaitement propre, encore une fois, puisqu'on ne peut pas se faire accuser ni d'être raciste, ni de mettre tout le monde dans le même sac, puisque nos adversaires, nos ennemis même, disons-le, c'est le mot, sont les propagateurs de charia. Et non pas les Arabes, les musulmans, les Chinois, les Martiens ou tout autre groupe. Ce sont des groupes et des individus qui ont des activités politiques hostiles. Et donc, qu'ils soient, encore une fois, musulmans ou pas.
une banque qui distribue de la finance islamique fait partie du problème. Et enfin, parfaitement propre, pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur du droit positif européen. La Cour européenne des droits de l'homme statue le 13 février 2003 que la charia est incompatible avec les principes fondamentaux de la démocratie. Ceci est un jugement qui s'applique en droit positif à toute l'Europe. De quoi a-t-on besoin d'autre? Elle permet de proposer des réelles solutions, qui sont de stopper la propagation de la charia et enfin de désislamiser les pays. Dans un premier temps, on arrête la progression, dans un deuxième temps, on repousse tout ça et on nettoie le pays. Et ce nettoyage, quelque part, c'est une sorte de trithérapie. Empêcher l'enseignement et la promotion des règles de la charia en utilisant tout simplement une loi qui existe déjà, qui s'appelle la loi du 29 juillet 1880 sur les délits de presse. Empêcher l'incitation à autrui d'appliquer les règles de la charia, exactement la même règle, exactement la même loi. Et enfin, empêcher la mise en œuvre des règles de la charia, par la législation si besoin, par la répression si besoin, et par l'éducation, on le verra cet après-midi aussi. Et enfin, elle traite la racine du problème, qui est que, finalement, peu importe les croyances des gens, propager la charia et ses usages est une agression politique antidémocratique. De la même manière qu'on réprimerait aujourd'hui une formation nazie, une formation génocidaire, une formation qui propose la destruction de nos systèmes institutionnels, eh bien, propager la charia est une activité politique, il convient de la réprimer, c'est tout à fait normal, légal, et c'est notre droit. Et donc, faire ce genre d'activité sur notre territoire n'est pas une liberté religieuse, c'est tout simplement un trouble à l'ordre public. Et encore une fois, les lois nous permettent de réprimer les troubles à l'ordre public, même s'ils se prétendent religieux. Voilà. Là, je vous parlais des frères musulmans tout à l'heure. Saïd Qutb, c'est le stratège des frères musulmans, l'idéologue des frères musulmans, et il dit « Il n'y a aucun doute que la charia est ce qu'il y a de mieux, puisqu'elle vient d'Allah Tout-Puissant, mais ce point n'est pas la base de l'appel islamique. La base du message est que l'on doit accepter la charia sans aucune question et rejeter toute autre loi, y compris les lois du pays. » C'est ce type d'idéologie, c'est ce type d'organisation qui fonctionne sur ce type de logiciel, qui sont des ennemis politiques et qui doivent nous trouver en face d'eux. Et donc la désislamisation, elle est indispensable, elle est légale et elle est possible. Que nous verrons toute la journée d'aujourd'hui.